Ils ont vécu la terrible épreuve de l'exil. Arrachés à leur terre natale, à leur famille, à leur culture, ils ont traversé la Méditerranée. Ils ont tout quitté et tout recommencé. Nous sommes le 25 septembre 2009. Le préfet de l'Ariège et quelques anciens combattants se recueillent devant une stèle qui rappelle qu'ici, dans ce camp de Ginabat, près de Foix, 25 familles de harkis ont été parquées par la République française. Un grand merci à vous. Merci pour votre présence sur ce moment difficile, mais c'est le souvenir qui doit primer. Et en tout cas, un grand merci pour toute votre action. L'émotion est forte, car ces anciens soldats de l'armée française ont tant souffert. Et pour expliquer leur histoire, un retour en arrière s'impose. Ils avaient choisi de défendre la France en Algérie. Ce choix, ils l'ont payé de leur sang. Et quand la France s'est retirée, son gouvernement de l'époque, le président Charles de Gaulle et son ministre des Armées, Pierre Messmer, avaient décidé de les désarmer et de les abandonner sur place. Ils s'abritaient alors derrière les accords d'Évian qui stipulaient que les Algériens du FLN ne leur feraient aucun mal. Ces accords n'ont jamais été respectés. Après la guerre, plus de 100 000 harkis auraient été massacrés. Guy Pervilliers, docteur en histoire contemporaine à l'université du Mirail à Toulouse, explique pourquoi on les a volontairement oubliés. Le général de Gaulle estimait que ce qu'on appelait l'intégration de l'Algérie dans la France n'était plus possible, ni souhaitable, et il estimait donc nécessaire l'indépendance avec pour but de séparer les Algériens et les Français. Et en particulier, ce qu'on appelait les harkis, à ses yeux, étaient essentiellement des Algériens. Si vraiment il est nécessaire de les mettre à l'abri en France, eh bien, ils ne sont pas pour autant des rapatriés. Ce ne sont pas des Français comme les autres, ce sont des réfugiés. 300 000 harkis ont été abandonnés en Algérie. Un chiffre qui aurait pu être plus important si l'armée française avait suivi les ordres du gouvernement de l'époque. Mais des soldats ont désobéi. Ils ont fait passer leurs frères d'armes, harkis, vers la France, car ils ne pouvaient les abandonner à une mort certaine. Le général Michel Roquejoffre, commandant des forces françaises pendant la guerre du Golfe, était alors sous-lieutenant en Algérie. Il se souvient de la valeur militaire de ces soldats. Je les ai croisés au cours d'opérations et c'était de très bons soldats. J'étais en Afrique quand j'ai appris en 62 la fin de la guerre d'Algérie et que les troupes supplétives, que ce soit les harkis ou les autres, restaient sur place. Les ordres avaient été donnés pour qu'on les désarme et qu'on les abandonne. J'ai trouvé ça honteux. Et je reconnais que certains officiers français ont eu du courage de désobéir aux ordres et de rapatrier, de se débrouiller pour rapatrier le harka en France. Alors, ceux qui sont arrivés en France, qui ont pu être sauvés, ont été accueillis dans ces camps, comme celui de Ginabat, bâti à la hâte, sans le moindre confort. On lave dans des bassines en fer. J'ai fait la chauffer l'eau sur la cuisine en bois. J'ai fait tremper les choses. J'ai la lave avec mes mains. Ada Boutégrine, femme de harki, avait 19 ans à l'époque. Elle se souvient avoir été transportée ici comme du bétail, dans un camion non bâché, il neigeait. Ses enfants étaient bleus de froid. Et quand elle a franchi le seuil de ce camp, elle s'était mise à pleurer. Et nous, quand ils sont arrivés, c'est comme des chiennes. Les chiens de France, mieux que nous. Ils étaient 5 ou 6, voire plus, dans un appartement d'environ 40 mètres carrés, sans chauffage, juste un vieux poêle à bois, sans douche, avec un petit évier et des sols en béton et des paillasses en forme de lit. Sakia avait 21 ans quand elle est arrivée ici. Elle était enceinte. Et c'est sa fille Fatima qui les interpelle. Pourquoi vous n'êtes pas révoltés? Les hommes, c'est vrai, ils partaient travailler. Parce que nous, ils pour de nous, quand ils sont arrivés ici, parce qu'ils ont fait la guerre,
Quand ils sont arrivés ici, Ils pensaient que vous étiez des sauvages. voilà, Vous alliez les les tuer. sauvages, plus que les sauvages. Vous alliez tuer les Français ou quoi? Voilà. Et les croix, c'est ça. Pourtant, vous avez porté Non, le drapeau bleu, blanc, rouge oui, quand même. mais enfin, il n'y a pas de drapeau. Vous avez défendu ces couleurs. Non, ils sont arrivés dans le cas et puis c'est tout. Il y a le gros arbre, on ne peut pas, il faut le pousser comme ça, par terre. On ramène jusqu'à la route. Esclaves. Oui. Les hommes travaillaient pour les eaux et forêts, environ 50 heures par semaine. La journée continue pour un salaire de misère, 450 francs par mois, environ la moitié du SMIC aujourd'hui. Les conditions étaient très dures, parfois dans la neige, sans pause, et avec des gamelles pour le déjeuner qu'on ne pouvait réchauffer. Ouais, il pleut, il neige, il faut qu'on monte, on monte. Il faut qu'on s'arrache dans les camions. Jusqu'à 6 heures le soir, hein, on rentre comme les éclats, tout mouillé, tout. Eh ben, on rentre même de l'eau chaude, il n'y en a pas. Il faut de l'eau froide à la maison. Et qu'est-ce qu'il fasse là? Il y en a les arbres comme ça. Oui, on coupe, après avec l'icoa et la masse. Un, deux. Ah, ça, j'ai oublié pas. Moi. Pour monter, oui. J'ai oublié pas. La classe n'a pas changé. Exactement les mêmes baies vitrées. Ce qui manque, c'est peut-être les rideaux que j'avais fait installer à cause du soleil, parce qu'il faisait, surtout l'été, il faisait très chaud. Christian Delsol, ancien maire de Montoulieu, commune où se trouvait le camp de Ginabat, a été instituteur. Il a eu des classes de 40 jeunes enfants de Harki, qui ont vite appris le français. Il faut dire que leurs parents voulaient qu'ils fassent des études et qu'ils s'en sortent. Disons que c'était des enfants qui étaient vifs. À mon plus grand étonnement, à la fin de l'année, tous les élèves que j'avais, que ce soit de l'âge de 6 ans, du cours préparatoire aux plus âgés, 12-14 ans, qui ne connaissaient pas un mot de français au départ et qui ne savaient pas lire, bien sûr, savaient tous lire. Le maître, ça représentait quelque chose pour eux, vous voyez. Donc, ils étaient très respectueux quand même, ainsi que les familles. J'étais quand même rapidement, j'ai gagné l'estime des familles aussi, parce que j'éduquais les enfants. Des enfants malgré tout perturbés par ce déracinement et ce qu'ils avaient vécu en Algérie. Parce que là-bas, il y a FLN. Il y a le FLN là-bas. Oui. Tu avais peur du FLN? Oui. Tu te plais ici? Oui. Tu préfères être ici ou être en Algérie? En Algérie. Car leur vie n'a pas été facile. Volontairement, on les a isolés dans ces camps. Loin de toute urbanité, loin de toute humanité. Ils vivaient entre eux. L'épicier ne venait qu'une seule fois par semaine. Claude Delplat, ancien professeur d'histoire, a enseigné en Algérie. Revenu en France, il a été très choqué par la manière dont on a traité ces harkis. L'un d'entre eux d'ailleurs s'est pendu dans ce camp. Et j'en voyais qui marchaient à pied sans que personne ne les aide, personne ne les prenait, et je revois toujours ce jeune, dont plus tard je me suis demandé si c'était celui-là qui s'était suicidé, qui revenait à Foix, il marchait, et il allait voir Foix. Foix, c'était